Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage au distingué professeur Azdin Bechewch et également pour faire une présentation générale de la cartage punique qui sera suivie d'une communication du professeur Tahar Ghalia sur la cartage vandale et chrétienne, plutôt la cartage chrétienne, suivie d'une présentation sur le patrimoine du professeur Azdin Bechewch. Et je donne la parole à Sita Harghalia. Bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir et l'honneur de présenter Azdin Bechewch, notre doyen des chercheurs, notre cher chercheur à l'INP, ancien directeur général de l'INA, l'actuel INP, expert à l'UNESCO, ex-maire de Carthage et ex-ministre de la Culture. Donc c'est un homme de science. Il a accompagné les travaux archéologiques tunisiens depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Il a été toujours de notre côté. Il s'intéresse, donc il a rédigé, il est de formation antiquisant, donc il est agrégé de grammaire latine, ancien membre de l'école française de Rome, directeur de recherche à l'INP, et ses écrits sur l'Afrique romaine font vraiment école. Ses travaux sur la vie municipale, sur les solidarités africaines, sur le site de Douglas, donc il a résolu beaucoup de problèmes, grâce à sa grande science épigraphiste. C'est un épigraphiste de haut niveau. Sa participation à la campagne de Carthage, il faut la souligner puisqu'il a été à l'époque directeur général de l'INP, de l'INA, l'actuel l'INA. Donc il a lancé cet appel. Il a été en compagnie de Sichet El-Tribi, ministre de la Culture et directeur général de l'UNESCO, pour annoncer cette campagne pour sauver Carthage, qui a duré 2 ans, Et maintenant, Carthage, elle est actuellement en tournant de son histoire au sud, avec, on espère, l'imminence de l'inscription de la sortie du PNV de Carthage. Et la rénovation, il y a un grand projet maintenant sur la commune de Birsa, la rénovation du musée qui sera le miroir du site et une autre façon de valoriser ce site prestigieux auquel Azdin a consacré un ouvrage très important qui s'appelle La Légende de Carthage dans la collection Kalima, qui explique l'histoire de cette ville célèbre qui est aussi célèbre dans la mémoire du monde. Elle est présente jusqu'à maintenant. Il y a tellement de villes qui portent le nom de Carthage dans le monde. Et elle est importante pour l'histoire nationale et pour l'histoire mondiale, je dirais. Azdin a consacré à Carthage beaucoup de temps. Il le consacre encore pour militer pour que ce site soit encore un site sous la liste du patrimoine mondial. Et mon cher professeur, notre cher professeur Azdin, auquel on doit beaucoup de jeunes chercheurs, on doit beaucoup d'avoir aidé à terminer leur thèse, à faire des études à l'étranger, en archéologie. Et je suis tout à fait ému de faire cet hommage, cet éloge de notre grand, cher professeur Azdin Bechewch. Je remercie le professeur Tahar Ghalia pour cet élogieux hommage au professeur Azdin Bechewch, auquel je m'associe pleinement, puisqu'il faut savoir que Azdin Bechewch a été un de mes co-directeurs de recherche dans le cadre de ma thèse sur Carthage punique, et qu'il m'a beaucoup inspiré dans cette voie, donc je tenais à m'associer vivement et chaleureusement à cet hommage. C'est justement dans le cadre de cet hommage que je vais faire une présentation de la Carthage punique. Oui? Oui? Juste un mot. Moi, oui. Je suis très touché. Nous allons parler de Carthage. C'est pas ce que j'ai fait peut avoir de l'importance, mais je voudrais dire publiquement ce qui me fait grand plaisir aujourd'hui, c'est de retrouver quand même Khalid Melliti et Tahar Ghalia maintenant je ne dis pas au summum, je vous souhaite encore tant d'années
de recherche et de travail, mais en pleine activité, l'un et l'autre. Et je crois que c'est ça, si vous permettez, si docteur Sami permet, que je dis publiquement que ce qui m'importe, moi, c'est de voir aujourd'hui qu'il y a une école tunisienne. Parce que quand j'ai commencé très tôt, j'ai commencé presque un peu avant l'indépendance de la Tunisie, comme stagiaire de recherche à l'époque. Et ce qui m'affolait, j'emploie le terme m'affolait, c'est de me dire, est-ce qu'un jour, nous allons pouvoir prendre en charge notre patrimoine? Eh bien, j'ai eu cette chance de vous voir aujourd'hui. Vous êtes des maîtres à votre tour. Ça me suffit. C'est ça le plus important. Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'espère continuer un peu à le faire, mais c'est ce que vous êtes en train de faire avec d'autres qui sont à Tunis et que vous connaissez fort bien. Merci en tout cas de ce que vous avez dit. Merci à vous, c'est Azim Becheuch. Merci. On va enchaîner tout de suite sur la communication en votre honneur, Carthage Punique, que vous connaissez très bien, qui ne vous est pas inconnu, même si ce n'était pas le centre de vos recherches actuelles, mais je sais que c'est une période que vous appréciez beaucoup et dont vous êtes à l'écoute. Donc, comme vous le savez tous, Carthage a été construit, a été édifié, a été fondé plutôt par la princesse Alice, qui est une princesse qui nous vient de Phénicie, dont est originaire et dont sont originaires les Carthaginois, de Tyr très précisément, qui est une cité, un port-cité du Liban actuel, donc du Proche-Orient. Elle nous est venue de cette région pour fuir. Je vais aller très rapidement parce que ce n'est pas le centre du sujet, et puis c'est une histoire qui est très connue. Elle nous est venue de Phénicie pour fuir, on peut dire, la persécution, la pression exercée par son frère, qui convoitait la richesse de son mari, le grand prêtre de Melkart à Sherbas. Elle a accosté dans les rivages de l'Afrique du Nord, près de l'actuel Carthage. Elle a été accueillie par les indigènes locaux qui lui ont proposé un morceau de terre. Elle l'a obtenu moyennant une ruse très phénicienne, puisqu'elle a demandé au roi Yarbas, qui était le roi local, de lui attribuer autant de terre que peut contenir une peau de bœuf. Donc, qu'elle a évidemment découpé en fines lanières, qu'elle a associées les unes aux autres pour justement obtenir le maximum de terre possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce récit étiologique, puisque c'est un récit qui est surtout qui a surtout été conçu pour, si vous voulez, illustrer un peu la grandeur de Carthage à l'époque hellénistique, dans cette littérature de l'époque classique hellénistique, destinée à glorifier les grandes cités de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un récit historique derrière cette légende. Il y a une trame historique qui est justement cette migration, en fait, cette navigation, ces explorations phéniciennes vers l'Occident, et qui s'est traduit vraiment par l'installation de fondations, de colonies. Vous avez ici la colonie carthaginoise qui a accosté, on peut dire, entre la colline de Byrsa et le rivage. Ce sont les limites de la ville archaïque, entourée de collines, pour des raisons défensives essentiellement, mais il fallait qu'elle soit également proche du rivage. La cité archaïque, à ses débuts, couvrait une superficie d'environ 25 hectares, ce qui n'est pas peu. Et ce qui veut dire que dès sa fondation, Carthage était appelé à jouer un rôle dynamique et essentiel dans la région, puisqu'on peut dire que Carthage avait à peu près les dimensions des grandes cités grecques de l'époque. Et en tous les cas, elle ne ressemblait pas aux fondations phéniciennes de la Méditerranée occidentale, comme Lixus, Gadès ou même Utique, qui était pourtant à 30 km. Et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi une fondation carthaginoise aussi proche, alors qu'il y avait déjà Utique à cette époque. Et donc, c'est
précisément, le centre de la question, c'est que, et d'ailleurs le récit de fondation de Carthage le montre, c'est que dans le récit de fondation, on s'aperçoit que c'est une princesse avec une stratification sociopolitique entière qui l'accompagne, avec les reliques du dieu Milcarte, qui débarque à Carthage et qui montre que cette cité va jouer un rôle essentiel dans l'histoire antique. Donc la ville apparaît organisée dès ses débuts, donc comme je l'ai dit, avec un corps politique entier dès ses débuts, mais on le voit également à travers, si on veut, les échanges commerciaux qu'elle entretient avec les cités grecques voisines de Sicile ou d'Italie. C'était une cité en avant-garde de l'expansion phénicienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Phéniciens avaient pour stratégie commerciale le contrôle des mines d'argent, des minerais de fer, en fait, des minerais de fer et des minerais précieux, notamment ceux de Sardaigne et ceux d'Espagne. Et ce n'est pas étonnant d'ailleurs que la Sardaigne va devenir, dès la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, la première, si on veut dire, la première province d'outre-mer de Carthage. Elle appartient vraiment au territoire carthaginois, malgré qu'une mer les sépare. On peut le deviner notamment à travers le premier traité romano-carthaginois de 509 avant Jésus-Christ, où la Sardaigne est carrément mise, je veux dire, est interdite aux navigations étrangères, et notamment grecques et romaines. Le type d'implantation de Carthage est typique des implantations phéniciennes, c'est-à-dire que les Phéniciens s'installaient ou dans des îlots ou alors dans des presqu'îles. Pourquoi? Pour d'évidentes raisons défensives. Il suffisait simplement de couper la presqu'île du côté du continent par une muraille et le tour était joué, puisque le côté opposé était bordé par la mer, donc ce qui rendait justement les attaques de ce côté un peu plus difficiles. Les îlots ou les presqu'îles, donc tournés vers la mer pour d'évidentes raisons commerciales, mais également tournés vers la terre, puisque le but c'était quand même d'entretenir aussi des relations commerciales avec les indigènes de l'autre côté. Donc, dès ses débuts, Carthage était armée politiquement et même militairement parce qu'elle devait jouer le rôle de gendarme des routes commerciales phéniciennes vers l'Occident. Il faut savoir que les Phéniciens à l'époque étaient chargés d'alimenter les cours égyptiennes et les cours assyriennes de produits précieux en tout genre. Donc il était vital pour le commerce phénicien de maîtriser, si on veut, les routes commerciales vers la Sardaigne et donc vers l'Espagne et surtout vers l'Andalousie. C'est dans ce cadre donc que la fondation de Carthage revêt une signification particulière. Ni factory, ni comptoir, simple comptoir comme les échelles puniques du Maghreb, elle devait donc jouer ce rôle de gendarme de ce fructueux commerce phénicien. On le voit ici, les différentes routes phéniciennes qui relient le Proche-Orient à la Méditerranée occidentale. Vous voyez que la Sardaigne est plutôt bien cernée, ainsi que le sud de l'Espagne, où se trouvent, comme vous pouvez le lire sur la carte, les minerais d'argent, de cuivre, d'étain. Vous avez également le cuivre chez les Étrusques, avec lesquels les Puniques entretenaient des rapports politiques et commerciaux très très étroits. Mais ce serait une erreur, j'y reviendrai par la suite. Vous avez ici le circuit commercial adopté par la marine phénicienne, les navigateurs phéniciens. Donc, ils amenaient des importations en tout genre du Proche-Orient, notamment la céramique grecque, qu'ils échangeaient contre les minerais de fer aussi bien en Sardaigne qu'en Espagne. Une fois qu'ils étaient chargés de ces minerais de fer, ils reprenaient le cours du sud de la Méditerranée
boosté notamment par le fameux golfe, le Carthage Stream, qui était un courant allant de l'ouest vers l'est, donc qui facilitait la navigation, pour ensuite embarquer vers le Proche-Orient. Mais il serait erroné de penser que le commerce phénicien était exclusivement un commerce de métaux, puisqu'une relativement récente découverte archéologique maritime au large de Malte, à Xantli, dans la baie de l'île de Gozo, elle constitue la plus ancienne épave d'un navire de commerce dans la Méditerranée occidentale. Et on s'est aperçu, en fait, que cette épave-là a démontré que le commerce phénicien était déjà relié avec les principaux ports commerciaux de la Méditerranée occidentale, et mieux que ça, que le contenu de la cargaison contenait des produits de divers produits, tels que les produits agricoles ou le vin. Ce qui montre que les Phéniciens ne commerçaient pas simplement les minerais de fer, mais elles commerçaient également les produits agricoles et les produits vinaires dès cette haute époque antique, c'est-à-dire le début du 8e siècle et la fin du 7e siècle. Donc c'est une découverte assez notable qui remet en cause justement le dogme de ce commerce phénicien qui serait exclusivement orienté vers la maîtrise des marchés des minerais de fer et des minerais d'argent et des minerais en tout genre. Ce commerce, Carthage, enfin fort de cette position stratégique entre la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale, Carthage développe tout de suite un commerce tentaculaire qui la relie donc aux différents rivages de la Méditerranée. Donc très tôt, on voit arriver à Carthage du matériel proto-corinthien dès la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, de la céramique corinthienne qui va perdurer jusqu'à l'époque hellénistique à Carthage et qui va être accompagnée également de la céramique étrusque et notamment des bucchero nero, qui sont ces vases de service qui étaient très appréciés par l'aristocratie carthaginoise. Très tôt également va atterrir à Carthage le matériel attique. Le matériel attique notamment à figure rouge, mais surtout à vernis noir. Et très tôt, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir que Carthage raffolait de cette production céramique grecque, puisqu'elle s'en servait notamment dans son commerce de courtage pour aller justement échanger ce matériel-là avec les minerais convoités, donc les minerais d'argent, de cuivre, et d'étain, etc. L'occupation de Carthage, donc, on a dit que Carthage était une métropole orientée vers le commerce des métaux notamment, mais elle va faire également de la production agricole un produit à échanger avec les différents concurrents en Méditerranée. C'est pour cela que très tôt, elle se lance en fait dans la conquête de son arrière-pays immédiat, notamment le Cap Bon, puisqu'elle est orientée vers l'Orient et vers la Sicile. Donc, c'était non seulement pour les richesses de sa terre, mais également pour sa position géographique. Elle va également s'orienter vers les riches terres de la vallée du Medjerda et de Miliane, notamment les districts de Zegei et Muxi. Zegei qui se situe à peu près en suivant la vallée justement de la Medjerda et de Miliane, et Muxi, c'est le pays du Bizertin, qui va en direction du nord-ouest notamment. Donc, elle commence à se constituer ce territoire qu'elle va mettre en valeur progressivement, justement pour commercialiser les denrées agricoles récoltées. Donc, vous voyez l'État carthaginois au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir que la délimitation d'un territoire administratif et politique est assez révolutionnaire à l'époque, puisque à ce que je sache, Carthage est la première cité-État qui ait délimité administrativement son territoire. Ce qui est assez notable, et elle le fera également d'ailleurs
en Sicile occidentale. On aura peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure. Et voilà l'État carthaginois à son terme, puisque progressivement, elle va conquérir pratiquement une partie du nord-ouest tunisien, vers le 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, la Byzacène étant déjà conquise pratiquement dès la fin du 6e, début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc d'une manière générale, on peut dire que l'État carthaginois à son extension maximale va d'une ligne partant de Tabraka jusqu'à Tina au large de Sfax. Ce qui a fait justement la gloire de Carthage, c'est la maîtrise des mers. Elle doit cette maîtrise des mers à son héritage phénicien dans le domaine. Le phénicien, comme on peut le voir à travers les textes classiques ou bibliques, était très, je veux dire, représenté, si vous voulez, la navigation par excellence. On peut le voir à travers cet extrait de la Bible, Ézéchiel 27, 3-15, où Tyr est littéralement représenté sous la forme d'un navire et d'un mât, enfin d'un navire surmonté d'un mât. Donc c'est une image c'est l'image que se faisaient les antiques du phénicien, ce qui démontre justement la maîtrise de la navigation des Phéniciens. Ils devaient cette maîtrise notamment à la qualité de leurs navires. Alors, parmi les principaux types de navires commerciaux phéniciens, nous avons le Golos, qui est une sorte de navire ventru destiné à accueillir le maximum de cargaison. Nous avons également le Hippos, qu'on retrouve ici gravé dans une porte du palais de Salmanasar III, qui est un roi assyrien. Et les navigateurs puniques et les navigateurs phéniciens étaient également réputés pour leurs navires militaires, qui étaient destinés justement à encadrer la navigation commerciale, puisque la piraterie sévissait en Méditerranée et qu'elle faisait beaucoup de dégâts. Donc il fallait une force militaire pour encadrer cette flotte commerciale, pour qu'elle puisse optimiser justement sa mainmise en Méditerranée. Alors, nous avons découvert à Marsala, en Sicile, au début des années 70, une épave punique. Alors, c'est déjà exceptionnel dans un sens, mais ce qui est encore plus exceptionnel, c'est qu'on s'est aperçu que de la haute technologie, si on veut, des armateurs puniques, des constructeurs puniques de navires, puisque les chiffres qu'on a retrouvés, les lettres qu'on a retrouvées sur la coque des navires ont démontré qu'en fait, les Carthage avaient mis au point une technique d'assemblage révolutionnaire pour l'époque, puisqu'elle s'apparentait un peu au kit d'Ikedia, c'est-à-dire qu'on montait, il y avait des planches et des pièces qui étaient numérotées et qui étaient disposées, on savait comment les disposer de manière pratiquement mécanique, ce qui faisait qu'on construisait de manière standardisée, et donc c'était un gain de temps et un gain de qualité exceptionnel pour l'époque, ce qui expliquait notamment la facilité pour le pouvoir carthaginois de mettre sur pied des flottes impressionnantes pour l'époque. Alors, impressionnantes sur le plan quantitatif, mais également impressionnantes sur le plan qualitatif. D'accord ? Puisque même les Romains et même les Grecs, puisque la trirème est une invention phénicienne, sera reprise par les principaux concurrents des Phéniciens et des Puniques à l'époque. Alors, justement, cette qualité de navigation et cette qualité dans la construction des navires ont fait que très tôt, les Carthaginois et les Phéniciens et à leur suite les Carthaginois ont, si on veut, dompté un peu les mers à cette époque. Alors, on connaît notamment la circumnavigation effectuée par les Phéniciens pour le compte du pharaon Néchao au 7e siècle avant Jésus-Christ, puisqu'il apparaîtrait qu'ils aient fait le tour de l'Afrique. Mais surtout, pour les Puniques, puisque c'est eux qui nous intéressent,
On sait, d'après un texte grec qui nous est parvenu, même si son historicité continue à faire débat, on sait qu'un suffète carthaginois du nom d'Anon, excusez-moi, est arrivé pratiquement au niveau du golfe de Guinée, ici, vous voyez, qu'il avait traversé le détroit de Gibraltar et qu'il avait, si on veut, accosté dans les différents rivages de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il y en a qui disent qu'il est arrivé qu'au niveau des îles Canaries, il y en a d'autres qui disent qu'il est arrivé jusqu'au niveau du Sénégal, et les plus téméraires avancent qu'il est arrivé jusqu'au mont Cameroun. La discussion est encore en débat. Nous avons également un navigateur du nom d'Imilcon qui serait apparu, qui serait arrivé jusque sur les côtes de la Grande-Bretagne, toujours à la recherche des gisements de minerais en tout genre, notamment de l'étain des pays celtes. Donc, c'est une maîtrise des mers, c'est une, si vous voulez, une qualité de navigation qui va ouvrir les perspectives du monde antique, puisque c'est à la suite des marins phéniciens et à la suite des marins puniques que les marins grecs, notamment, vont développer des navigations beaucoup plus téméraires qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. C'est vraiment, on peut mettre au crédit de la navigation phénicienne et punique cette découverte, si vous voulez, du monde atlantique. Alors, il y a une thèse qui enverrait, qui attribuerait la découverte de l'Amérique aux Carthaginois, mais bon, là aussi, il faut rester très prudent à ce niveau-là. Alors, si Carthage a déployé tout son savoir-faire militaire pour protéger le marché commercial et les débouchés commerciaux, elle l'a fait surtout en usant de diplomatie, car Carthage se caractérisait par une politique anti-économique, oui, ce qu'on appelle anti-économique entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, elle ne faisait la guerre que lorsqu'elle était vraiment, elle ne faisait la guerre que si c'était nécessaire. Elle préférait, si vous voulez, la diplomatie à la guerre. Alors, c'est pour ça qu'elle s'en est donné les moyens, puisque les inscriptions bilingues de Pyrgi nous montrent une alliance c'est-à-dire plutôt un accord, c'est plus qu'une alliance, c'est plutôt un accord entre Carthage et les principales cités étrusques, notamment celle de Caérée, qui se situe, on va dire, à l'ouest de Rome. Et ces lamelles en bronze ont apporté des éléments décisifs qui nous montrent comment Carthage se mettait d'accord avec ses partenaires pour justement la délimitation des marchés. Alors cet accord ou cette alliance avec les Étrusques nous est également connu par un passage d'Aristote dans le Politique, où on voit, en lisant le texte, qu'il y avait une structuration, si vous voulez, une sorte de partage politique et diplomatique et même juridique de la Méditerranée centrale, notamment. Alors, fort de tous ces éléments, on voit que l'hégémonie carthaginoise jusqu'à présent s'est montrée vraiment timide. Elle n'a colonisé vraiment que la Sardaigne. Je vous disais tout à l'heure que la Sardaigne était la première province d'outre-mer de Carthage. À Sicile, sa domination était beaucoup plus souple. Elle a laissé les cités se gouverner toutes seules, se contentant de maîtriser simplement la façade ouest de l'île de Sicile, pour permettre justement un commerce, un dense commerce avec les cités grecques de la Sicile orientale. Mais on s'aperçoit que progressivement, les Carthaginois vont assumer leur hégémonie en Sicile et vont structurer là aussi leur domination politique. C'est pour ça que dans les textes, on parle d'épicraséia carthaginoise, l'épicraséia portunique, qui est en fait tout simplement une mainmise politique et administrative beaucoup plus vigoureuse que ça n'était
auparavant. Donc, ça s'est manifesté notamment par une colonisation carthaginoise. Donc, on a installé des colons africains en Sicile. On a militarisé des cités. On a des frontières militaires. Et comme pour l'État carthaginois, nous avons ici la constitution politique d'un État punique en Sicile. Et on peut le voir traduire notamment par l'émission d'un monnayage, d'un dense monnayage, puisque la première monnaie carthaginoise, la première monnaie punique, apparaît en Sicile. Elle apparaît en Sicile parce que le premier monnayage punique était destiné à payer les mercenaires. Jamais Carthage n'a concentré autant de mercenaires qu'en Sicile, et précisément précisément dans le cadre de cette colonisation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, elle s'est un peu inspirée de ce qu'elle faisait en Afrique, dans son territoire africain, mais également en Sardaigne. Mais dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, on voit que Carthage assume sa domination en Sicile. Alors, ça ne va pas sans problème, évidemment, avec le royaume de Syracuse, qui va avoir une guerre de 100 ans avec Carthage. Mais on peut dire que, grosso modo, Carthage va dominer à peu près les 2 tiers de l'île à la veille de la première guerre punique. En Tunisie, également, dans l'actuelle Tunisie, dans l'État africain, on voit également que Carthage renforce toutes les cités du Gabon qui servent en fait de premier rideau défensif à la cité carthaginoise. On voit qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, là vous avez le fort turc, mais les soubassements puniques se trouvent juste sous le fort turc, et on le date à peu près de cette époque-là, du milieu du IVe siècle. On voit également la même chose aux îles Aegimur, qui sont les îles Zambra et Zambretta. On le voit également dans les cités à Ras Drek, puisqu'on a vu qu'il y avait une forteresse. Alors on hésite entre un temple défensif ou carrément une forteresse. Toujours est-il qu'elle date de cette époque-là. Donc on voit que Carthage, progressivement d'une métropole commerciale tentaculaire, commence à muer en métropole hégémonique, c'est-à-dire en empire quelque part. C'est une sorte d'empire qui commence à naître. Donc en Sardaigne depuis le VIe siècle, mais c'est surtout au IVe siècle qu'elle assume définitivement son statut de puissance méditerranéenne et qui se donne les moyens de dominer cet espace-là. Alors, concernant le commerce justement en Méditerranée occidentale, on s'aperçoit que notamment le matériel grec commence à devenir de plus en plus important sur le plan quantitatif. Nous avons par exemple l'exemple de la céramique attique à vernis noir qui connaîtra son apogée, qui connaîtra vraiment son heure de gloire à Carthage à cette époque-là, au IVe siècle. Il faut savoir que la céramique attique était un produit très prisé à l'époque dans toutes les cours méditerranéennes et dans toutes les sociétés méditerranéennes par sa qualité de fabrication et par son usage, puisque c'était une céramique de table pour le vin, pour les actes de symposium, etc. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, la céramique attique à vernis noir sera supplantée par la céramique magno-grecque, c'est-à-dire celle de l'Italie du Sud, qui sera sous domination romaine, et quelque part c'est un peu la domination romaine qui fera que cette céramique prendra le pas sur la céramique à vernis noir attique. Parmi les importations carthaginoises, nous avons également la sculpture de luxe grecque, puisque Carthage était très sensible à, si vous voulez, la documentation de luxe grec. Elle était très sensible, si vous voulez, à l'art et à la façon de vivre grecque. Et donc, parmi les importations, on a remarqué que c'était surtout les produits de luxe grec. Donc ici, par exemple, les sarcophages de marbre qui étaient importés notamment d'Attique, même si ici, il faut savoir que ce type de produit, c'est-à-dire avec une statue sur le versant, enfin sur le sommet
du couvercle à double toit, c'est une spécificité carthaginoise. Mais le produit en lui-même a été importé de l'Attique, avec lequel elle avait une relation assez étroite. Alors, je vous parlais tout à l'heure du monnayage carthaginois. Il est arrivé relativement tardivement. La monnaie est arrivée assez tardivement à Carthage, puisque le premier Moyen-Âge est attesté au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est assez étonnant, puisque on sait que Carthage est une métropole commerciale, l'une des principales de la Méditerranée antique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Carthage utilisait le troc. Elle a utilisé le troc très tardivement, et l'une des raisons pour lesquelles elle utilisait le troc très tardivement, c'est que même les cités grecques elles-mêmes, malgré que le monnayage est apparu assez tôt chez eux, continuent à pratiquer le troc. On a un spécialiste, par exemple, français, Jean-Paul Morel, qui est spécialiste de la céramique, a montré que les Carthaginois et les cités grecques, dans les échanges de vin, puisque Carthage produisait un vin qui tranchait avec les produits méditerranéens et qui était donc assez prisé en Méditerranée, Carthage échangeait son vin contre d'autres vins de ces cités-là, notamment des îles grecques de Samos et de Chios, de Corinthe, d'Italie du Sud et de Sicile. Cette monnaie, la première monnaie carthaginoise, comme je vous le disais tout à l'heure, est apparue en Sicile dans le cadre donc de l'hégémonie carthaginoise. Ce sont des tétradrachmes en argent qui étaient destinés à payer les mercenaires qui étaient embauchés en Sicile. Vous voyez par exemple les inscriptions grecques qui se trouvent en dessous. Il y a le mot mahanat. Mahanat qui en punique veut dire les camps militaires. Donc, ça lui donnait une valeur militaire indéniable. Donc, c'était des monnaies qui étaient basées sur l'étalon euboïco-attique, c'est-à-dire sur une unité de mesure grecque, pour justement faciliter l'embauche de ces mercenaires, qui étaient des mercenaires grecs. Donc, on utilisait l'étalon local. Alors, on utilisait l'étalon local également pour des raisons commerciales, parce que ces monnaies, elles servaient peut-être à payer les mercenaires, mais elles servaient également pour les transactions commerciales. Donc, ça facilitait le commerce entre les cités grecques et les cités puniques. Vous avez un autre type de pièce, un autre type de tétradrachme carthaginois, vous voyez, et qui indique en punique Rosh Melkart, ça veut dire en fait le cap de Melkart. Donc ça devait être localement le cap d'Hercule, puisque on identifie en fait, on assimile Melkart à Héraclès. Donc Rosh Melkart, ça devait être un cap Melkart quelque part en Sicile. On sait que ça se situait en Sicile occidentale plutôt. Donc là aussi, vous voyez que on utilise une iconographie, excusez-moi, grecque. Vous voyez, vous avez un quadrige à l'avers, et puis vous avez la représentation d'une tête féminine. Alors, ici, ils l'ont interprétée comme étant Tanit. C'est une déesse grecque qu'on assimile plutôt à Tanit. D'accord? Et là également, on a utilisé l'étalon euboïco-attique. Mais progressivement, Carthage, pour montrer sa mainmise sur la Sicile, va changer l'iconographie de ces pièces. Non seulement l'iconographie de ces pièces, comme vous le voyez ici, vous voyez, il y a le cheval et le palmier, qui sont les symboles représentatifs de Carthage à cette époque-là. D'accord? Le palmier et le cheval, d'ailleurs, on utilisait un jeu de mots, c'était une sorte de calembour, puisque ce qu'on appelait phoenikon ou phoenika voulait dire en grec aussi palmier. Vous voyez, donc c'est une sorte de calembour qu'on faisait. Donc, je vous disais qu'elle changeait d'iconographie pour montrer que le pouvoir central carthaginois tapait du poing sur la table et avait décidé de consolider son hégémonie localement, mais elle a également aligné la monnaie, cette fois-ci, sur l'étalon sémitique qui est le shekel, qui valait environ 7,4 grammes, alors que l'étalon euboïco-attique était plutôt de 4,5 grammes. Donc là, à travers cette monnaie, on peut comprendre que Carthage
elle dit, voilà, ici, maintenant, c'est moi qui gère la situation localement et que l'épicracéa carthaginoise est devenue une réalité politique et administrative localement. Vous avez ce type de monnaie carthaginoise, cette fois c'est à Carthage, même s'il y a marqué siculo punique. C'est une monnaie qui avait cours à Carthage, qui était en or. Vous voyez la date 260 avant Jésus-Christ. Rarement on a vu des pièces de cette qualité-là dans le monnayage carthaginois. Elle démontre notamment la prospérité de Carthage à cette époque-là. C'est avant les guerres puniques. C'est un moment où Carthage, justement, maîtrisait la situation en Sicile. Elle avait mis au pas la puissance du royaume de Syracuse. Elle dominait la Méditerranée occidentale. Et donc, cette monnaie en or, avec un poids, avec un pourcentage en or assez élevé, montre que Carthage était opulente à cette époque. Et c'est en cela que ce type de monnayage était intéressant. Donc, vous remarquez qu'ici, Carthage a choisi de représenter l'iconographie donc sous la forme d'un cheval qui représente donc Carthage, donc la puissance de Carthage, puisque la représentation du cheval nous ramène justement au conte, à la légende de fondation de Carthage, puisque Élissa a fondé la cité à un endroit où elle a déterré une tête de cheval. Et la tête de cheval, à l'époque, quand on déterrait une tête de cheval, c'était synonyme de puissance future pour la cité en construction. Carthage, donc je vous avais dit, a pris le contrôle de la Sicile, et ce qui démontre qu'elle a pris le contrôle de la Sicile à ce moment-là, c'est qu'auparavant, au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, elle avait laissé la totale liberté aux cités phéniciennes comme Mozia de choisir l'iconographie qu'elle voulait. Ici, vous avez le gorgonéon, la tête de Gorgone, qui est un type iconographique typiquement grec, ce qui montre que Mozia, avant que Carthage ne prenne le contrôle de la Sicile, pouvait frapper monnaie comme elle le voulait. Là également, nous avons, ce type de monnaie suivait l'étalon euboïco-attique. Donc, en Espagne, maintenant, le monnayage carthaginois en Espagne, auparavant, était également plutôt autonome. Je veux dire que les cités phéniciennes en Espagne frappaient monnaie comme elles le voulaient, avec les talons qu'elles le voulaient, même si elles suivaient les talons du shekel déjà. Hein. Avant que les Barcides n'arrivent en Espagne au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les cités phéniciennes comme Gadès, par exemple, suivaient les talons sémitiques standards, qui est le shekel. Mais elle utilisait une autre iconographie. Ce avant l'arrivée des Barcides, donc de la famille d'Hannibal Barca et d'Amilcar Barca et d'Asdrubal le Beau. Et là, ils ont décidé également d'imposer leur politique, et ils ont décidé de frapper monnaie selon le standard carthaginois. Alors, vous avez ici la représentation. On envisage cette représentation comme étant celle d'Amilcar, sous les traits d'Héraclès Melkart, puisque Héraclès Melkart était la divinité tutélaire de la famille des Barcides. Vous avez ici Hannibal également sous les traits d'Amilcar Barca, d'Héraclès Melkart, excusez-moi. Vous voyez la massue, hein, qui est le symbole d'Héraclès par excellence. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le revers de la monnaie. Vous avez un éléphant ici. Dans cette autre monnaie, vous avez une proue de navire. Donc, c'était ces monnaies barcides, qui étaient des monnaies en argent, étaient destinées à montrer que le pouvoir carthaginois, que l'Espagne était sous autorité carthaginoise. C'était surtout ça que voulaient dire ces monnaies. Alors, on a prêté aux Barcides la volonté d'établir un pouvoir monarchique en Espagne, hein, puisqu'on voit qu'ici, par exemple, cette monnaie qui représente Asdrubal le Beau, qui est le beau-fils d'Amilcar Barca, donc le beau-frère d'Hannibal Barca. On voit donc Asdrubal le Beau avec un diadème, une tête diadémée, qui est le symbole de la royauté, notamment dans le monde gréco-macédonien. En réalité,
c'était juste une manière de s'imprégner du contexte local ibérique, puisque l'Espagne à l'époque était gouvernée par des roitelets, des rois, et donc en se présentant comme ceci, Hasdrubal ne faisait que se conformer aux us locales, et c'était une manière pour lui, puisqu'on sait qu'il s'était autoproclamé stratégos de l'Ibérie, donc en fait, roi des roitelets d'Espagne, en quelque part. Donc, à travers ce diadème, c'était une manière de montrer que le véritable pouvoir en Espagne, c'était le pouvoir des Barcides et donc le pouvoir des Carthaginois, de Carthage en Espagne. Cette monnaie, qui est une monnaie d'argent, est issue des mines d'argent d'Espagne, puisque le but premier de l'offensive barcide en Espagne était justement le contrôle de ces mines d'argent qui étaient destinées à fournir le trésor de guerre indispensable à la guerre de revanche que préparaient Hannibal et Hamilcar contre Rome. Et ça donnera donc, comme vous le savez, la seconde guerre punique en 218 avant Jésus-Christ. Donc on l'a vu, Carthage a adopté la monnaie, comme je vous disais, qui était un outil d'invention grecque. La monnaie est apparue dans le milieu grec. Donc c'est aussi une manière pour Carthage de s'intégrer dans la koiné, c'est-à-dire dans le, si vous voulez, dans le monde du grand commerce grec. Vous voyez, non seulement Carthage a adopté la monnaie, mais elle a lancé, si vous voulez, le chantier d'infrastructures portuaires qui était monumentale pour l'époque. Vous l'avez ici, hein, le port circulaire qui est le port de guerre, et le port commercial qui est ce port rectangulaire. Elle a lancé ce chantier au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ, mais ces ports n'aboutiront pour le port commercial qu'à partir du milieu du IIIe siècle et le port de guerre qu'au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais cela démontre que Carthage avait décidé de se donner les moyens, cette fois-ci, non seulement d'affirmer sa position en Méditerranée occidentale, mais également en Méditerranée orientale, puisqu'on s'est aperçu que Carthage, dans ses échanges en Orient, avait adopté l'étalon, que le pouvoir lagide s'était aligné sur l'étalon sémitique qui était le shekel, mais que Carthage elle-même ne se privait pas de s'aligner sur l'étalon boïco-attique en Orient hellénistique. Donc on voit l'adoption de la monnaie plus la constitution des ports monumentaux montre que Carthage commence à structurer, si vous voulez, sa politique du grand commerce international. On voit également que la trame urbaine se structure, notamment avec l'aménagement monumental de la colline de Birsa. En haut, ici, vous avez le fameux temple d'Eshmoun, hein, avec la constitution du quartier de Birsa. Vous avez le réaménagement de la cité archaïque qui adopte un plan en damier beaucoup plus rigoureux qu'il n'existait à l'époque archaïque, et avec une extension de la ville vers ce qui est actuellement le Kram ici, et puis Vergamart ici. Vous voyez, donc c'est vraiment une cité assez impressionnante pour l'époque, hein, et qui se met quelque part au diapason de la superpuissance qui était devenue Carthage à la veille des guerres puniques. Vous avez sous un autre angle ces fameux ports puniques, hein, qui étaient considérés comme ce qui se faisait de mieux, hein, à l'époque, hein, parce qu'on a un passage de l'historien grec Appien qui les décrit de manière très précise, hein, et avec les formes qu'on peut voir maintenant, et qui est assez élogieux, hein, sur ces installations-là. Ici, vous avez le temple d'Eshmoun, le fameux temple d'Eshmoun que les textes classiques décrivent avec faste et luxe, et les fameuses 60 marches, hein, qui menaient à la basse ville de Carthage, c'est-à-dire au port. J'arrive au terme de cette communication et je vous remercie pour votre écoute.
Et je vais donner la parole au professeur Tahar Halia. Merci Khaled. Tant que les images sur des fils, on peut parler de la Carthage de l'Antiquité tardive et chrétienne. Parce que le christianisme prend de l'ampleur à partir du IVe siècle. Il devient une légion d'État. C'est bon, vous voyez l'histoire, c'est tard. Je peux actionner c'est vous. Donc, qui vous commandez, voilà, c'est moi. Si vous avez la possibilité de passer au mode slide, allez-y. Sinon, c'est vous qui commandez, vous me dites. Allez, à la prochaine. Donc, le titre de ma communication, c'est Carthage, l'Antiquité tardive et chrétienne. Donc, voilà. La prochaine. Là, vous avez une carte de l'Afrique romaine au IVe siècle avec les provinces au nord de la proconsulaire. C'est un peu le nord de la Tunisie, englobant le Gabon, et l'est algérien, englobant Ypres. La Byzacène, qui est le Sahel actuel, le Sahel, la région de Spit, le Hydra, donc l'actuel gouvernement de Kasserine. Et puis le sud, c'est la Tripolitaine qui va jusqu'à Litis Magna et Sabrata, en Libye actuellement. Prochaine. Alors, je vais parler de ces Vandales, ces fameux Vandales qui ont conquis la Tunisie au début du 5e siècle et qui sont restés un siècle. C'est un peuple de 80 000 personnes qui a immigré venant d'Espagne avec 15 000 guerriers Vandales qui, guidés par le roi Genseric, étaient accompagnés par leurs proches, les femmes, enfants et vieillards. Donc il y a une immigration de tout un peuple germanique, les Alains et les Vandales. Profitant de la faiblesse militaire des effectifs saisonnés en Numidie et des autorités locales, conduites par le comte d'Afrique Boniface, les Vandales ont pu mettre fin à 6 siècles de présence romaine en Afrique avec la prise de Carthage en 439. Celle-ci devient la capitale d'un royaume de type tribal, dont on ignore les détails de son fonctionnement, sachant que l'organisation administrative romaine a été maintenue. La gestion de villes, je pense la gestion des villes. Ce pouvoir a pris l'aspect d'un empire avec les conquêtes maritimes du Genseric, la Corse, la Sardaigne et les Baléares. Donc, vers la fin, la deuxième moitié du 5e siècle, les Vandales reconquirent un espace similaire à celui de la Carthage punique. Donc, tout l'ouest méditerranéen fait partie du royaume vandal. Donc, au bout de 10 ans de trek africain, donc ils sont restés 10 ans en venant du Maroc, ils ont réussi à conquérir le territoire d'une province paisible et tranquille, belle et florissante, selon Victor de Ville, parce que nous avons cette source sur les Vandales de Victor de Ville qui s'appelle, donc le titre, l'histoire de la persécution vandale en Afrique, édition de siècle ancêtre en 2002. Ces guerriers vandales ont été lotis sur d'anciens propriétés romaines appartenant à l'empereur et à des possessoresses romano-africains spoliés et ruinés. Donc il y a une redistribution importante foncière au profit de l'aristocratie vandale et même des militaires vandales. Donc il y a un passage important qu'on doit souligner. Les légitimes de ce dernier durant la période romaine, donc de ces possessoresses romano-africains, et dans le cadre de leur fonction municipale et curiale, a permis de financer les travaux de construction et d'embellissement dans les villes africaines, qui reflètent le succès de la romanisation et sa pénétration dans le paysage monumental dans les villes et les campagnes. Donc moi je pense que la décadence des villes et l'affaiblissement des structures municipales date de cet événement historique avec l'avènement des Vandales en Afrique. La perte de cette classe aisée de la société africaine a été la principale cause du déclin des villes africaines et de la ruralisation
d'une partie de leur espace humain. Ce processus a démarré avant l'époque vandale avec l'émergence d'une classe de propriétaires terriens. Donc la prochaine. Malgré tout, on parle, l'historien Courtois parle de paix vandale, ce qui est vrai, puisque les vandales ont vite adopté le mode de vie romain. Palais, villes maritimes, bains, chasse royale, dont le raffinement n'avait d'égal que celui de la cour impériale à Constantinople. La vie littéraire de l'époque vandale était très féconde et attachée à l'idéal de la vie classique. L'éducation, le loisir, les bains, la chasse, ainsi qu'en témoignent les œuvres d'anthologie latine, les poètes africains Dracontius et Luxurius qui exerçaient leur talent dans la cour des rois vandales. Les linguistes ont relevé que le latin pratiqué dans ces œuvres était dans une langue tardive dont le style est précurseur et préfigurant l'émergence d'une langue romane. Les activités artistiques, économiques et industrielles très dynamiques au cours du IVe siècle et du début du siècle ont connu un fléchissement au début de l'époque vandale, perte des marchés de l'huile et de la céramique, et migration des ateliers de sculpture et de poterie mongols en Espagne. Les récents travaux archéologiques réalisés en Tunisie ont infirmé ces idées reçues sur la période vandale. Les résultats attestent une reconnaissance des activités économiques relatives à l'artisanat, vaisselle, sigillé, enfort, aux industries alimentaires, agricoles et halieutiques, très sensibles à partir de la deuxième moitié du 5e siècle. Donc on sent un redressement économique dans la deuxième moitié du siècle de l'Afrique romaine. Prochaine. Vous voyez les images un peu de la mosaïque du Portugal. Là, c'est un poème célèbre de l'Africain, du poète africain Luxurius, posé sous le règne du roi Pondal Krasnund, 496-723, qui probablement parle du Jbel Eshkel, nord de la Tunisie, réserve actuelle d'Eshkel. Alors, les Romains, oui. Donc, les Romains en grec, le Roum des sources arabes, dont l'appellation byzantine n'était pas d'usage en Antiquité, étaient arrivés sur la côte libyenne Raskapoudia, près de Cheb, 533. Ils avaient l'intention de rétablir l'Église catholique locale dans ses droits et d'intégrer de nouveau l'Afrique dans la sphère de la romanité. Puisque les Vandales étaient ariens, donc il y avait une guerre de religion pendant un siècle entre l'Église catholique africaine et les Vandales. Ils sont suivis des fermetures d'églises, des exils de certains évêques africains. Et donc, sous la pression de l'Église catholique, Justinien, l'empereur byzantin, envoie des militaires, ils débarquent. Il y a eu une tentative en 460 par Sidi II, un débarquement à Sidi II qui a échoué, puisque les Vandales, toute la flotte vandale était basée à Sidi II, et le Gabon, encore une fois, comme à l'époque unique, joue le rôle de bouclier de Carthage. Ils ont réussi donc à mettre fin à cette attaque. Les Byzantins ont choisi un débarquement beaucoup plus au sud, en Byzacène, dans la région de Cheb, et donc ils ont réussi, durant ce premier... Donc ils ont réussi à déloger les Vandales de l'Afrique qui ont donc gouverné pendant un siècle et qui ont transformé complètement le paysage de l'Afrique romaine, devenant donc une Afrique beaucoup plus rurale, avec des villas maritimes. Les villes ont perdu beaucoup de leur aura urbanistique, et donc il y a un changement avec les Vandales très important, un changement de mentalité, et c'est vraiment très sensible par les moyens, par les preuves archéologiques. Durant le premier tiers du VIe siècle, les Byzantins ont fait face à la menace des Trébomans, parce que l'Église catholique s'est cachée de dire à Justinien qu'il y avait un problème mort qui a commencé à la fin de l'époque vandale, donc des incursions des morts, des tribus mortes venant de l'actuel Maroc, ont déstabilisé un peu la situation, et les Byzantins ont dû livrer des batailles, une lutte contre ces tribus mortes non romanisées. La pacification n'a pu être réalisée qu'en 548 avec la victoire de Jean Tripolita sur les morts d'Antalas. Et nous avons une source très importante du poète africain
la Joanide, qui le décrit, justement, le décrit aux yeux des Byzantins, cette lutte contre les morts, contre les indigènes, qui ne voulaient pas de cette occupation byzantine. Dès 534 ont été nommés un prophète, donc le système politique, le système d'administration du territoire africain par les Byzantins a évolué dans le temps. On a eu un préfet de prétoire pour exercer le pouvoir civil, un magistère militaire pour diriger les questions militaires, Bélisaire puis le patrice Salomon ont cumulé ces deux fonctions. Avec la pacification du pays, le contrôle militaire était passé dans les mains des ducs qui dépendaient directement de l'empereur. Donc il y a un système verrouillé par les Byzantins pour que l'empereur, et c'est vrai que Justinien, surtout Justinien, ils sont mêlés dans toutes les affaires politiques et même religieuses. Face à la menace nord, dans des incursions vers la fin du VIe siècle, la fonction d'exarcat d'Afrique a été créée en 586 pour supprimer cette dualité. Pour asseoir leur pouvoir et garantir la perception des impôts, un impressionnant réseau de forteresses et de places fortes a été mis en place durant le VIe siècle. Ce système de contrôle du territoire répondait à un souci de sécuriser les routes, de protéger les villes et de garantir le bon fonctionnement des travaux agricoles, mais aussi de la perception des impôts. Cette organisation territoriale très habile a servi par la suite aux Arabes pour s'implanter en Tunisie. La prochaine. Alors pour le christianisme, la diffusion du christianisme en Tunisie a évolué dans le temps. On ne sait pas donc quand commence le christianisme, puisqu'on n'a pas de textes avant le IIe siècle. Et le texte le plus important est le martyre de Perpétue, félicité leur compagnon de Tullius, Borba, l'actuel Borba, susceptible sévère le 7 mars 2003 à Carthage, où ils ont été livrés aux bêtes dans l'amphithéâtre de Carthage. Ce qui donne l'amorce du culte des martyrs africains et étrangers qui aura au fil du siècle une extension considérable en Afrique, ainsi qu'en témoignent les sources textuelles, les inscriptions martyrologiques découvertes sur le territoire tunisien. Certains martyrs, tels les Séditains, étaient des Africains de souche indigène, fraîchement organisés, attestant que la religion chrétienne a donc. Alors pour les hommes de l'Église, Carthage a été très importante. Le premier bâtisseur de l'Église africaine est le Carthaginois Terquelien qui est né entre 150 et mort vers 220. La vie religieuse, on peut le considérer, a été très féconde depuis la fin du XVIIIe siècle dans ce rôle tenu par des concepts de la nouvelle religion. C'est témoin de son temps et le bâtisseur de l'Église d'Afrique grâce à ses nombreux traités sur la foi chrétienne, sur les sacrements, sur les conflits entre le christianisme et les religions païennes. Donc, vous voyez un peu l'image. La prochaine. La persécution antichrétienne a suscité la réplique de Tertullien, notamment dans l'Apologeticum, qui date de 197. Cet ouvrage polémique fut un modèle appelé à inspirer les apologies antipaïennes de langue latine. Cet écrivain, maître de la rhétorique, a endossé la prêtrise pour mener son combat contre les adversaires du christianisme. Donc il y a un débat littéraire, un débat d'idées, grâce à Tertullien qui a été très important pour la pénétration du christianisme, surtout à Carthage et par extension en Afrique. Tertullien est le précurseur de l'exégèse et de la réflexion doctrinale. Il est le premier bâtisseur de l'Église d'Afrique, grâce à de nombreux traités sur la foi chrétienne, les sacrements, les comportements humains au sein de la communauté chrétienne. C'est-à-dire qu'il a voulu façonner une nouvelle société, différente de la société païenne. Ses écrits à la fois fougueux et polémistes sont un modèle du genre, en particulier les deux baptisimaux et les deux anima. Alors nous avons aussi une autre figure importante, née en 200 à 258, mort en 258, c'est Saint Cyprien, évêque de Carthage. Vous avez un portrait de Saint Cyprien dans la catacombe de Saint Galliste à Rome, donc un portrait du IIIe siècle qui est probablement fidèle à l'image de
ce grand évêque africain. Saint-Cyprien est un rhéteur de haute naissance. Il a été pendant son ministère le gardien des dogmes, l'artisan de la cohésion des communautés chrétiennes sous le concept de l'unité de l'Église catholique. Lors du concile de 256, réuni à Carthage, à son initiative, et ce pour traiter la question du baptême des hérétiques, parce que les hérétiques, ils sont devenus hérétiques, il faut les rebaptiser de nouveau. Et Saint-Cyprien était contre cette idée, il a milité contre cette tendance. Les évêchés de la proconsulaire représentés correspondaient à des cadres urbains à structures municipales organisées. On peut supposer que la communauté rurale, en ce temps-là, n'était pas encore importante et qu'elle dépendait des évêchés urbains. Donc il y avait rarement des villages qui étaient... Donc qu'est-ce que c'est un évêché? C'est un siège épiscopal. L'autorité, donc la religion, est aux mains de l'évêque et ça correspond probablement, et dans plusieurs cas, à des villes. Donc Carthage était importante à ce IIIe siècle, elle était entre guillemets la patronne des évêchés, de 200 évêchés dont les conciles se réunissaient actuellement. Annuellement, il y avait un consul qui se tenait à Carthage. Donc la religion chrétienne était du ressort de l'évêque de Carthage au temps de Saint-Cyprien. Donc la religion, donc la pratique de la religion, les questions dogmatiques, tout se traitait à Carthage. Il est célèbre pour son opposition aux 16 apostoliques sur le baptême des hérétiques, de sa grande notoriété au sein des aides chrétiennes. Prochaine. Donc, si c'est Saint-Cyprien, il est martyrisé sur Valérien à Carthage, après un court exil à Kiribis Korba, et donc son église à Birftouha, probablement où il a été exécuté. Donc, il y a une église maintenant à Birftouha, en hommage à Saint-Cyprien, témoigne du durcissement de la politique de répression contre les chrétiens. Cet événement douloureux a donné une impression à l'Église catholique occidentale qui a poursuivi l'œuvre de la christianisation des populations des villes et des campagnes. Paradoxalement, la disparition de Saint-Cyprien, dont l'autorité morale n'était égale à celle du pape, annonce la fin de la domination du paganisme au sein de l'Empire romain. Donc, il fallait un martyr de cette importance pour que la religion chrétienne devienne une religion considérée une religion d'État. Vous avez ici une carte des évêchés au IIIe siècle. C'est beaucoup plus important qu'en Europe. Donc il y a une densité, donc le christianisme était bien implanté grâce aux écrits de Tertullien, grâce aux efforts de l'Église de Carthage et une évangélisation très importante des territoires. Et donc l'adversaire le plus coriace pour le christianisme était le culte à Saturne, qui était le culte le plus populaire, qui est une continuation du culte de Baal phénicien et punique. Alors nous arrivons à un personnage de dimension internationale. Saint Augustin, né en 354 et 430, et son portrait célèbre de la bibliothèque de Latran, où c'est dit, tout le monde a parlé, mais lui, il a parlé tout le monde de sa voix très, très forte. Donc il a tout dit. Il a été un passage important pour le christianisme africain et occidental. Il a développé durant sa vie ecclésiastique une intense activité de prédication sur l'ensemble du territoire africain, sachant qu'il est né à Tagaste, dans l'Est actuel algérien, qui dépendait de la proconsulaire sur le plan administratif, mais sur le plan religieux, du diocèse de la Numidie, de l'évêché donc du diocèse de la Numidie, qui est une répartition ecclésiastique différente de celle administrative. Il a été aussi fondateur du monachisme en Afrique, qui a eu un large développement au 5e, 6e, 7e siècle. Donc c'est lui qui a fondé le monachisme, donc les monastères, soit pour la population
population féminine ou la population masculine. Il a été donc très, ces controverses, le manichéisme, il a lutté contre le manichéisme, le polygénisme, le donatisme, ont abouti au triomphe de ces idées sur lesquelles se sont alignés le 16 apostolique et le pouvoir impérial. Donc il avait une autorité aussi très importante sur le plan de ces idées qui étaient respectées par le pouvoir impérial. Prochaine. Alors, il y a un combat que Saint Augustin a fait contre le donatisme, qui est un combat très important, un de ses combats de sa vie. Le grand schisme qui a secoué l'Afrique a été le donatisme né suite à la persécution de Maximien de 303. Une querelle au sujet d'une question disciplinaire. Devenant ou comment peut-on réintégrer les personnes qui se sont montrées conciliantes lors des perquisitions décidées par le représentant de l'empereur? Parce que lors de la persécution, il y avait des perquisitions pour saisir tout le mobilier liturgique. Parce qu'il y avait des messes qui se tenaient dans des églises, mais surtout dans des maisons, et parfois dans des catacombes, comme à Sousse. Donc il y avait cette religion pratiquée en cachette, il y avait des descentes impériales, et elle a duré son temps et a déchiré la société africaine, particulièrement en Numidie. Les donatistes n'acceptaient pas que les gens qui se sont montrés conciliants soient dépénalisés et acceptés. Donc ils ont une position très rigide. Cette situation chaotique de dualité avec des sièges doubles, on avait des sièges doubles entre des églises catholiques et donatistes dans les mêmes villes. Alors, sa pensée philosophique est très importante. Le rayonnement de cette grande figure du catholicisme africain, sa parfaite connaissance du terrain et la place qu'il donne à l'homme régénéré par la grâce divine dans sa pensée humaniste ont jeté les bases d'une restructuration des territoires placés sous l'autorité morale des églises selon des critères démographiques et géographiques. En tant qu'adepte de l'idéal de vie ascétique, l'évêque a donné une impulsion à la fondation de plusieurs monastères dans son diocèse et par extension sur tous les territoires africains. Alors nous revenons à Carthage, une topographie chrétienne de Carthage, avec le père de Lattre qui était le grand archéologue des vestiges chrétiens de Carthage. Pour commencer, la colline de Birsa, où s'est installée cette confrérie des Pères Blancs, où il y a eu la construction de la cathédrale de Saint-Louis, mais il a pratiqué plusieurs fouilles pendant une trentaine d'années, donc il a été très actif. Ce père scientifique qui était reconnu même par l'Académie des inscriptions, il a été donc très important dans la découverte de la Carthage chrétienne. Vous voyez une Carthage avec plusieurs églises, avec des régions différentes, comme Rome, donc il y a des régions ecclésiastiques, donc c'est un christianisme important, une religion qui a donc dominé la ville pendant quelques siècles, depuis la paix de l'Église jusqu'à l'arrivée de la conquête arabo-islamique. Vous voyez l'église de Msitsa, les premières églises de Carthage. Donc on a des salles à plusieurs nefs et l'autel est souvent au milieu de la nef centrale parce que l'évêque ou le prêtre, quand il fait la messe, il a le dos tourné au public. Donc, c'est plus en avant dans le temps que l'autel, là où se fait l'Eucharistie, se rapproche de l'abside de ce petit cercle-là, où siège le clergé. Vous voyez une prochaine. La fameuse église dite de Saint-Cyprien de Carthage, qui se trouve à Carthage, qui est encore visible maintenant, fouille aussi du père de Lattre, donc une église monumentale avec 9 nefs, avec un atrium, donc on a des édifices de taille importante. Prochaine.
de Moussekarut, après de l'actuelle mosquée de Carthage, qui est la plus grande basilique d'Afrique, montre bien que ces programmes architecturaux étaient très ambitieux et que le christianisme est devenu une religion qui pesait sur la vie urbaine et qui était très importante. Et ça se manifeste par des constructions grandioses, puisque l'Église a des devoirs religieux, mais des devoirs vis-à-vis des pauvres, un rôle social. Et vers la fin de l'Antiquité, c'est l'évêque qui gère les villes. Il n'y a plus de structure municipale, c'est l'évêque qui gère les villes, la vie urbaine. Voilà la fameuse église probablement dédiée à Saint-Cyprien, à Mirftouha, qui a été malmenée par les constructions illicites, malheureusement, au nord de Carthage, donc dans la verticale de Carthage, dans la zone rurale de Carthage. C'est une église de pèlerinage avec un dôme milatoire et ça montre bien cette architecture florissante, flamboyante, qui montre bien que c'est une religion qui est devenue une religion d'État. Il y a des programmes très ambitieux. Donc on a un baptistère, un mausolée, on a tout ce qu'on veut, donc toutes les composantes d'une église. Un baptistère pour baptiser, un martyrium parce qu'il y a un culte des martyrs, et l'Eucharistie se faisait à l'intérieur de l'église, à l'intérieur de la salle nef. Vous voyez la maquette de l'équipe américaine qui a refouillé ce site, qui a été fouillé au départ par Paul Coquelaire, mais aussi par le père de l'Âtre. Moi, j'ai eu le plaisir de découvrir une église dans la région de Carthage, à Sidi al-Mehrin, qui est dans la mouvance de Carthage, est une église ambulatoire dédiée à la Vierge Marie. Et c'est la seule église attestée archéologiquement en Tunisie qui est dédiée à la Vierge Marie, que le culte a commencé, surtout à l'époque des Justiniens, à se développer en Afrique. Et notre source, c'est Procope, l'historien qui a relaté la guerre contre les Vandales et puis les constructions surtout de Justinien. Voilà une église encore de l'époque byzantine à Carthage, dans le parc d'Antonin, qui est encore bien conservée avec ses mosaïques. Certaines mosaïques sont au musée national du Bordeaux, d'autres sont encore in situ. On montre bien ce faste-là architectural, ce programme architectural important d'édifices qui, à l'instar des temples païens, deviennent des monuments importants de la ville. Prochaine. Voilà le département réalisé au Musée national du Bordeaux, où il y a des collections de Carthage, mais de plusieurs sites, et ça montre bien cette période faste et importante de l'histoire nationale tunisienne qu'il faudrait patrimonialiser et revendiquer, puisque ça fait partie de notre histoire. Nous avons reconstruit le christianisme occidental, et on a été même bien avant les Européens dans certaines questions dogmatiques pour mettre en place cette religion sur le plan dogmatique, sur le plan des pratiques religieuses et surtout sur l'architecture avec des programmes très prestigieux et où on a souvent des liens avec la Syrie, avec la Grèce, avec le nord de l'Adriatique. Donc on était très ouverts sur le bassin méditerranéen. Tu peux passer. La prochaine. Je développe ici un peu les idées de Saint-Augustin sur. Il a une doctrine de l'image très importante. Elle est très importante, c'est dans le De Trinitate, où il développe autour de son exégèse du passage de Genèse. Faisons l'homme à notre image. L'homme retrouve l'image de Dieu, devient si puissant qu'il peut s'attacher à celui dont il est l'image. Il ajoute que Dieu est lumière, éclaire l'âme, miroir, l'âme est un miroir, qui reçoit l'image de Dieu. Ainsi, l'image ne peut être restituée à l'homme que par la grâce divine. Donc c'est vraiment un personnage important de la pensée chrétienne, à la fois philosophique et théologique.
Prochain. Tu peux passer. Voilà, je viens à un petit projet que j'aimerais bien qu'on se mette tous à militer pour ce projet. C'est sur les traces de Saint-Augustin, une route de pèlerinage et itinéraire culturel en Afrique romaine et en Italie impériale. C'est très important parce que Saint-Augustin a visité l'Afrique romaine. Il est africain, mais il a eu un long séjour à Rome, à Ostie, où il a été accompagné de sa mère, où il a été décédé à Ostie. Sa mère est morte à Ostie. Il a été baptisé par Ambroise, l'évêque de Milan, qui était la capitale de l'Empire à l'époque. Et cette importance, donc ce lien avec l'Italie, est très important. La prochaine. Alors, nos amis algériens ont inscrit sur la liste indicative du patrimoine de l'humanité UNESCO, site et lieu itinéraire augustinien du Maghreb central. Asdine le connaît très bien, cette proposition qui date de 2002, mais qui n'a pas abouti à un classement réel. Donc, nos amis algériens ont mis les biens situés dans un territoire compris entre la bande littorale depuis la baie de Annaba jusqu'au cap Ténès et les hautes plaines comprenant Tébessa et Tobnak. La prochaine. Un itinéraire de 500. Moi, je propose un itinéraire beaucoup plus large. Il englobe un itinéraire culturel qui emprunte les routes antiques identifiées par l'archéologie qui conduisent au lieu de séjour et visités par Saint-Augustin sur sa route vers Carthage. Parce qu'il a fait de longs séjours à Carthage, il a fait ses études à Carthage, mais souvent il allait à Carthage pour résoudre des problèmes avec l'évêque de Carthage, qui était le primat d'Afrique. Il enseignait la rhétorique avant son voyage en Italie. Il y a eu plusieurs séjours, notamment lors du concile de 411, où fut tranchée la question du schisme donatisme. Cet itinéraire peut comprendre Hippon, là où il a été évêque, Tagaste, sa ville natale, Mador, où il a visité souvent, Bouleregia, Secaveneria, Tegnica, Carthage, Utique et Isalie, et le musée paléochrétien d'Amphila, puisque c'est le musée d'église de Saint-Augustin, qui date de 1907 et qu'on a gardé son nom. Et d'ailleurs, dans le nouveau programme, il met l'accent sur cette filiation avec Saint-Augustin dans notre patrimoine national. Donc, on englobe aussi Ostie, Rome, Milan et Pavie. Pourquoi Pavie? Parce que ces reliques se trouvent à Pavie maintenant, dans l'église de Saint-Augustin. Ces lieux témoignent du passage de Saint-Augustin, seront dotés de panneaux avec des codes QR et à l'aide d'une application. Donc, c'est très possible par le numérique maintenant de faire beaucoup de choses. La prochaine. La prochaine. Voilà l'église ou le tombeau de Saint-Augustin, puisque ces reliques ont été déplacées de Édipole à l'époque arabie, dans le cadre d'une transaction, et ils ont abouti à Pavie, en Italie, donc dans le nord de l'Italie, où il y a cette église, où il y a le tombeau de Saint-Augustin. La prochaine. Et cette église de Saint-Augustin, que Asdine connaît très bien, qui a été édifiée en 1907, c'est une église musée avec des collections de mosaïques chrétiennes, dont certaines appartiennent à l'époque de Saint-Augustin, et on a gardé dans la nouvelle ouverture, le réaménagement du musée, cette appellation de l'église musée, église de Saint-Augustin en Amphila. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Tahar, pour cette présentation succincte et très intéressante. J'avais une question vous concernant le père de Lattre. Je voulais vous demander dans quelle mesure son action entrait dans le cadre de la politique coloniale de l'époque. Vous savez, l'archéologie qu'il a menée, notamment dans le domaine chrétien. Il voulait surtout donner un nouveau souffle au christianisme en Afrique, le retour du christianisme en Afrique. Donc, il était en terme avec le pouvoir du protectorat, mais il était en lutte contre la direction des antiquités. Hein.
Gokler a été un adversaire du père de Lattre, si Asdin connaît cette histoire. Donc la colline de Ville, ça c'était leur fier. Et le congrès au Kérésique a été une grosse bévue, puisque ils ont fait défiler des chrétiens à Tunis sous forme de croisade. Donc, ils ont plus ou moins été très proches du pouvoir colonial, mais ils jouaient leur jeu, ils voulaient être habiles, ça, ils voulaient reconquérir la Carthage chrétienne, tout simplement. Mais, merci pour votre réponse. Oui. Ça fait partie de l'histoire nationale. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est clair. Oui. Khald, on va peut-être donner la parole à Asdin. J'allais enchaîner justement, oui. Oui. Oui, tu as bien fait de poser cette question parce que je voudrais dans un moment enchaîner sur cette affaire. Mais je voudrais, on pourrait prolonger, mais il ne faut pas non plus oublier que nous n'avons que 1h30 à 2 heures. Donc, dans cette affaire, il faut remercier vivement nos hôtes, conduits par le docteur Samir Ayari, d'avoir permis, en particulier à vous deux, de présenter un autre aspect de la civilisation en Tunisie, un autre aspect de l'histoire de Carthage. Et je suis assuré que nos hôtes ont dû se poser 2 types de questions. La première que je pose, c'est la présentation faite par le docteur Khald Melleti. L'habitude prise jusqu'ici, quand on parle de Carthage partout, et par expérience personnelle, du Japon aux États-Unis, toujours, quand on vous parle de Carthage, ce sont les guerres puniques. Carthage est réduite à la guerre, réduite à son conflit tardif, car, comme il l'a rappelé, 814 quand même, 9e siècle avant Jésus-Christ, on nous parle d'une Carthage détruite, d'Elendar Carthago, le fameux anème lancé par Caton d'Utique contre Carthage. Eh bien, ce que vous a été présenté, croyez-moi, ce n'est pas courant. Jusqu'ici, il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde, et non pas seulement en Tunisie, où l'on vous parle de Carthage de cette manière, une Carthage économique, une Carthage puissance maritime, une Carthage, il l'a dit, il avait lancé le mot, mais n'avait pas le temps de tout dire, que Carthage, c'est aussi une agriculture. Et que le célèbre traité de l'Antiquité, pas seulement de Carthage, pour l'agriculture, c'est Magon de Carthage. Et bon, aujourd'hui, on a donné le nom de Magon, du vin, tout ça, c'est pas mal. Il y a des gens qui le regrettent, mais je trouve que c'est pas mal. Ça rappelle aux Tunisiens quand même l'un des grands noms de leur histoire. Eh bien, malgré tout ce que Rome, à la fin, c'était une guerre de destruction. Et donc, Carthage condamné, on a condamné même sa littérature. J'aurais pu m'amuser, mais ce n'est pas le lieu de dire à Serral, alors, y avait-il une littérature carthaginoise? Il aurait développé des tas de thèmes qu'il connaît fort bien. Oui, mais tout cela a été détruit sciemment pendant les derniers jours de Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Malgré cela, les Romains triomphateurs et dans leur hargne, il faut employer ce terme, dans leur hargne destructrice de Carthage, ont tout de même, par décision du Sénat, vous savez, un ennemi qui fait passer, on dirait aujourd'hui, une loi dans son Sénat pour décider la traduction du texte à partir du grec, puisque le texte punique n'était pas très connu en tant que langue, mais était connu en tant que contenu, et il a été traduit en latin,
et enseigné. Et ainsi, un des grands théoriciens de l'agriculture, un certain Columel, le dit lui-même qu'il a été très influencé par Magon. Donc, nous présenter Carthage de cette manière, c'est nouveau. Et il faut féliciter Dr Khaled Melliti de nous avoir ainsi évité de passer notre temps à toujours revenir les guerres entre Rome et Carthage, la destruction de Carthage, etc. Et il faut lui savoir gré. Nous avons montré que la présence de Carthage n'était pas une présence, comme on dirait aujourd'hui, coloniale. Vous savez, c'est un fait incroyable comment la colonisation a joué, j'allais dire, un sale tour à l'histoire. Que lorsque l'on parle de l'Antiquité, on voit l'Antiquité sous le prisme et l'éclairage du monde moderne et de la colonisation. Alors, mais la Sicile n'a jamais appartenu du temps de Carthage à l'Italie. La Sicile était à moitié grecque. C'était des colonies grecques. Et il y avait des installations grecques. Et quand, comme il l'a bien montré par la carte, Carthage avait une employée interne pour la Sardaigne très précis, dont il faut le féliciter, et qu'on peut reprendre pour la Sicile, quand il a dit l'outre-mer. Au fait, ce n'était pas une colonie, ce n'était pas une conquête, c'est une partie du territoire. Aujourd'hui, comme nous voyons les choses nord-sud, et sous le prisme de la colonisation, nous risquons de ne pas comprendre cette affaire. Non, il faut renoncer à ces visions anachroniques. Il ne faut plus parler de cette affaire-là. Quand Carthage a étendu une civilisation, et il a rappelé qu'ils étaient des Phéniciens, d'abord. Or, la Phénicie, on lui doit quoi? On lui doit une chose fondamentale, d'abord, l'alphabet. Et cet alphabet adopté par la suite par les Grecs, c'est celui que nous utilisons aujourd'hui. Et son nom lui-même est sémitique. Aleph, alpha, bêta, bête. Donc, l'alphabet, les deux premiers mots d'un alignement de signes qui a donné cette disposition nouvelle qui a facilité de façon extraordinaire, quand on pense à ce que l'alphabet a pu permettre, eh bien, les Phéniciens l'ont étendu vers l'ouest et Carthage l'a étendu, ce que nous appelons aujourd'hui l'Espagne, le sud de la Gaule, toutes ces régions. Et il a montré, tout à l'heure, il n'avait pas le temps, il l'aurait fait volontiers, de vous expliquer ces inscriptions de Pyrgie. C'est au nord de Rome. Pensez au nord de Rome. C'est comme si aujourd'hui on vous présente une inscription arabe au nord de Paris. Et non pas nouvelle, faite par des émigrés, mais faite au Xe siècle ou au XIe, etc. Eh bien, c'est la même chose. Les inscriptions représentées, c'est étrusques et puniques. Et les Étrusques n'avaient d'abord rien à voir. C'est un autre peuple. Ils sont orientaux, on le sait. Ils n'ont rien à voir avec les Latins, les Indo-Européens. Et donc, l'inscription de Pyrgie montre que l'extension de Carthage est d'abord économique. Ce sont des points, ce sont des comptoirs installés, et ces comptoirs montrent que ce n'est pas seulement une présence économique, c'est une présence religieuse et une présence que nous dirions aujourd'hui culturelle. Donc, l'exposé de Khaled a été révélateur de ce qu'on devrait faire à l'avenir de plus en plus. Et Dieu merci, je vais le dire, pour donner l'importance de ce qu'aujourd'hui, grâce à vous, chers amis qui nous recevez, nous essayons de montrer
c'est que lorsqu'on parlait de Carthage, moi j'ai connu cette période. Quand j'étais jeune stagiaire, j'ai connu cette période. Il y avait un ou deux, il faut leur rendre hommage, chercheurs français qui avaient commencé, archéologues, à parler de Carthage, mais il n'y avait pas de département punique. Le département punique n'a été créé dans la direction des antiquités, devenu Institut national d'archéologie, aujourd'hui Institut national du patrimoine, qu'en 1947, presque 10 années avant l'indépendance, parce qu'on considérait que ça ne méritait pas un département comme le département romain, le département byzantin, etc. Et bien, l'un des faits importants, quand nous avons pensé reprendre les approches, refaire les études carrément, en pensant, d'ailleurs ce n'était pas nationaliste, c'était national, ce qui est tout à fait différent entre nationaliste et national, de penser à une autre Carthage, et comme il l'a montré, qu'il n'était pas seulement un empire de la mer, mais aussi un pouvoir de la terre, puisqu'il était tourné vers l'arrière-pays, nous l'a montré par la carte. Eh bien, nous, dans notre institut, et je l'évoque avec plaisir et même avec fierté, nous avons créé un centre d'études phéniciennes puniques. Et ce centre de phéniciennes puniques, pris en charge par un savant qui, à son tour, a formé des jeunes Tunisiens qui sont nombreux aujourd'hui, épigraphistes, archéologues, céramologues, etc., pour le punique, c'est le professeur Mohamed Hassin Fandar, auquel je rends hommage. Grâce à lui, un certain nombre de jeunes ont été bien formés. Malheureusement, il faut le dire, vous savez, ça c'est le drame de notre Tunisie. Il y a des gens qui croient, depuis 10 ans nous connaissons ça et nous en souffrons, croient changer le monde en changeant l'organisation. Avant moi, personne ne savait rien, et avec moi, tout ça va s'arranger. Et c'est ainsi qu'on a supprimé ce centre d'études phéniciennes puniques qui avait une revue importante, et qui s'est fait connaître auprès de l'Italie, auprès de l'Espagne, auprès de la France, auprès des grands pays qui, à leur tour, se sont occupés de la civilisation punique. J'arrête sur ça, mais c'est pour vous dire comment nous avons pris en charge cette partie de notre histoire, et que, à partir de Carthage, c'est cette civilisation orientale à base sémitique, mais qui a apporté avec elle aussi l'apport hellénique, grec hellénique, et plus tard hellénistique, eh bien, cela a essaimé. Et a essaimé de sorte que je finirai sur ça pour passer à la deuxième question que l'on se pose, qu'on a dû se poser en écoutant le professeur Tahar. Eh bien, je finis sur la première, celle du docteur Khaled Begliti. Cette présentation rénovée de Carthage nous amène donc à nous poser plusieurs questions, et plusieurs questions sur la manière. Et mes jeunes collègues maintenant à l'Institut national du patrimoine et à l'université, même à l'université maintenant, il y a les gens qui ont adopté cela. Nous avons une autre manière de nous occuper de Carthage, une autre manière d'évoquer cette civilisation, une autre manière d'envisager la période carthaginoise dans notre histoire. Alors j'en viens à la seconde question. J'ai dit 2 questions. La seconde question de dire pourquoi on a sauté à pieds joints de la destruction de Carthage, qui a été détruite, mais dont la civilisation n'a jamais disparu. Figurez-vous, permettez-moi un seul rappel. L'organisation, j'ai travaillé sur ça
Donc, je ne vous apporte un témoignage, ce n'est pas une idéologie que je professe. De nombreuses cités d'époque romaine jusqu'à la fin du IIe siècle, à la veille de l'empereur Septime Sévère, ces cités avaient une constitution punique. Ils avaient des suffètes. Et c'est écrit en latin, suffètes, et on donne le nom. Et ces cités avaient une organisation encore carthaginoise. 2 siècles et demi après la conquête. Alors, vous voyez quand même que ce sont, et je ne parle que de la conquête de César, parce qu'il y avait aussi le siècle auparavant. C'est-à-dire que depuis la destruction de Carthage, pendant 3 siècles et demi, figurez-vous que pendant 3 siècles et demi, la vie municipale, la religion, avec une divinité qu'on a appelée Saturne, qui était le Balamon de Carthage. Et je me souviendrai toujours de Star Ralia qui a trouvé une très belle inscription bien datée en contrebas du sommet de la colline, de la montagne, nous l'appelons colline par rapport à d'autres plus hautes, mais c'est quand même une montagne, celle de Bougarnine, qui est un Baal, je le dis à nos hôtes tunisiens, Bougarnine, le nom est resté en arabe, mais en fait, il n'est pas arabe, c'est Baal, c'est-à-dire la grande divinité, Karna, c'est-à-dire aux 2 cornes, puisque la forme même de la montagne, ce sont 2 cornes. Eh bien, la grande divinité, ce Baal, c'est Saturne. Donc, qu'est-ce que la vie quotidienne? C'est l'administration d'une cité, c'est les noms des gens. Moi, j'ai trouvé des tas d'inscriptions écrites en latin où il a un nom punique latinisé. Et donc, Carthage détruite a continué à survivre par sa civilisation. C'est pour ça que nous n'évoquons pas la Carthage romaine, disons un seul mot, capitale de l'Afrique, et parce qu'il y a un mot d'un père de l'Église, de Marseille, qui a écrit sur Carthage, il dit Carthago, quasi Roma. Carthage, une autre Rome. Et c'est vrai, Carthage, c'était une autre Rome. Donc, tout ce qu'on trouvait à Rome, on pouvait le trouver à Carthage, avec plus ou moins une échelle qui pouvait changer. C'est pour ça que nous avons préféré parler de ces 2. Et donc, on ne saute pas à pieds joints par ignorance, mais c'est parce que on aurait répété, voilà, dans les cités en dehors de Carthage, c'est Carthage punique qui perdure et qui traverse les siècles avec la vie quotidienne, la religion, la langue et les noms des gens. Maintenant, nous en venons à une autre Carthage qu'on nous a présentée. Sirhan a posé une vraie question. Je ne vais pas faire de la politique, mais tout le monde sait qu'on a organisé à Carthage le congrès eucharistique dans les années 30 et que ce congrès eucharistique est fait au nom d'une rechristianisation de Carthage. Mais tout ce que le professeur Tarali a dit, on l'ignorait. C'est un christianisme moderne. C'est un christianisme revu et corrigé à l'aune de la colonisation. On ne pensait pas à Saint Augustin présenté, on ne pensait pas à Saint Cyprien tel qu'il l'a évoqué. On ne pense pas à cette église d'Afrique qui est une très grande église dans l'histoire de l'humanité et de la civilisation et qui a apporté au christianisme quelque chose de très particulier comme il l'a rappelé. Donc vous voyez que ce n'est pas par nationalisme, c'est par vérité historique. En tant qu'historien, nous avons revu les choses et que nous sommes heureux de le faire. Compte tenu de mon expérience et de mon âge, moi je dis tout. Un jour, un savant pourtant français qui
très connu pour l'époque chrétienne, paléo-chrétienne, était venu me voir et moi, j'avais poussé des tas de jeunes à leur tête, Tarhalia, pour qu'ils continuent sur cette voie, pour qu'ils aient moyen. Il m'a dit, mais monsieur le directeur, il ne faut pas oublier une chose, c'est difficile pour un musulman de travailler sur le christianisme. Je lui ai dit, et ce n'est pas difficile pour un chrétien de travailler sur l'islam? Pourquoi vous me posez cette question de cette manière? Et j'ai refusé de continuer la discussion avec lui, mais pour vous dire quelle était la mentalité. Et donc, quand Tarhalia, tel ou tel article qu'il a commencé, je me souviens, et il en a fait à l'Académie des inscriptions, il en a fait aux Antiquaires de France, et quand il les a fait, il a bien montré que ce n'était pas du tout du nationalisme, c'était une lecture, qu'il faisait des inscriptions, des textes et de l'archéologie, et nous faisons tout à partir de vérités authentifiées par les découvertes, et non pas par l'idéologie. C'est ça la différence. Nous faisons de l'histoire sur la base de l'archéologie et de l'épigraphie, et d'autres font de l'histoire sur la base de l'idéologie. Eh bien, c'est pour ça qu'il a préféré parler de cette période, et il l'a fait parce que il a parlé de cette belle église dédiée à Sainte-Marie dans la région de Torba. Et les beaux jours où j'allais le voir, il fouillait lui-même. Ce ne sont pas des fouilles comme je l'ai dit de certains au téléphone. Hein. Je connais des pays, et maintenant, grâce à l'UNESCO, je voyage souvent et je sais, il y a des gens, un grand fouilleur, il vient une fois par mois. Le reste du temps, ce sont les élèves qui travaillent. Tarhalia n'a jamais fait ça. Je le dis puisque j'allais le voir sur son chantier, et même quand par la suite il a eu des fonctions, eh bien, il allait sur son chantier travailler. Alors, merci Khaled, merci Sida. Et je crois que si nous avons aujourd'hui présenté une partie de ce que nous devions dire, c'est parce que nous autres pris une belle initiative. Je rends hommage au docteur Semeriari, car je ne savais pas au départ, je le remercie de cet hommage, mais moi, mon meilleur hommage, c'est de voir mes jeunes collègues, eux deux et des dizaines d'autres, travailler aujourd'hui. Et un jour ou l'autre, je m'en irai, mais je suis assuré que cet institut, avec ces gens qui travaillent, sont de vrais chercheurs, qui connaissent les langues anciennes, qui travaillent selon les méthodes actuelles avancées de l'archéologie. Eh bien, on continuera à faire du bon travail. On peut parler, Dieu merci, c'est aussi en Afrique du Nord et dans le monde arabe notre honneur, d'une école tunisienne d'historiens à l'Institut du patrimoine et dans les universités, jusqu'à Sfax, Dia, Sousse, Rouen. Je nommerai des gens avec de très belles publications, avec des colloques qui se font, qui apportent beaucoup. Et maintenant, on rend hommage à la Tunisie parce qu'on sait que dans notre pays, les gens travaillent dans le sens que parlent des scientifiques. Je voudrais finir par une note un peu moins enthousiaste, mais je le dois malheureusement à une réalité triste. Quand nous avons inscrit Carthage en 1979, le ministre de l'époque et quelqu'un auquel je rends hommage, Feu Sichel Klibi, l'année dernière, eh bien, il m'avait permis, quand j'ai suggéré que l'on inscrive Carthage, et la Médina Tunis d'ailleurs, au même moment, en 1979, au comité du patrimoine, que la Tunisie se présente, et c'est comme ça que j'ai pu être membre de ce comité jusqu'au jour où j'ai été à 2 reprises président de ce comité. Et c'est l'honneur de la Tunisie d'avoir présidé le comité du patrimoine mondial à l'UNESCO. Eh bien, nous avons inscrit Carthage et
nous avons combattu pour que, à la municipalité, on a rappelé tout à l'heure que j'ai été vice-maire de Carthage, puis maire de Carthage. Mais ce n'est pas pour faire de la politique, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a un mot que m'a dit, tenez-vous bien, je lui rends hommage. Un jour, ce chef d'Erklib me présente au président Bourguiba. Vous me dites beaucoup de choses de Bourguiba. Je ne suis pas là ni pour faire son panégyrique, ni pour l'attaquer. Mais mes souvenirs. Et me dit, on me dit que vous voulez sauver Carthage, sauvegarder tout ça. Eh bien, allez avec ce chef d'Erklib à la municipalité. Allez travailler avec lui. Eh bien, c'est ce qui a eu lieu. Pendant 15 ans, j'étais son vice-maire, son adjoint. Et c'est comme ça que 79, on a inscrit à Carthage. Par la suite, en 82 et en 86, nous avons de sorte qu'il y ait un plan d'aménagement. Et ça a été fait, il n'y a jamais eu de problème. Mais depuis maintenant une dizaine d'années, on nous traîne, je le dis, tous les gouvernements qui sont passés sont tous, excusez-moi le terme, des farceurs. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils promettent, ils ont menti, ils ont dit à l'UNESCO, oui, nous allons arranger les choses, et rien n'a été fait. Moi, j'ai eu un moment, on m'a appelé, j'ai fait mon devoir, au moment de, j'ai cru à la révolution, malheureusement, elle a été biffée par la suite. J'ai passé presque une année comme ministre de la Culture et du Patrimoine, le mot a été supprimé par la suite, mais on était ministre de la Culture, les amis ici présents s'en souviennent, de la Culture et du Patrimoine. Eh bien, ils l'ont supprimé, le patrimoine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben Ali avait fait, avec ses acolytes, avait fait en sorte que plus d'une trentaine d'hectares, dont 12 avaient été déjà donnés à la construction, soient déclassés. L'UNESCO allait nous mettre sur la liste noire, la liste du patrimoine en péril. Eh bien, j'ai proposé au Conseil des ministres de revenir sur ça, et un décret-loi a été pris. Nous avons reclassé ce qui restait, comme ça jusqu'à maintenant, et on devait continuer sur cette lancée. Eh bien, depuis 10 ans, un terrain, un tel, et toujours la famille Ben Ali est partie, c'est d'autres familles qui ont pris la suite. Et hélas, il y a encore des constructions qui se font à Carthage, malgré l'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial, malgré le plan d'aménagement. Et jusqu'ici, rien n'a été fait. J'espère que maintenant, avec cet espoir qu'on nous dit d'avoir, je ne prends pas position pour les personnes, je prends position pour les programmes qu'on nous présente. Eh bien, on nous dit que ça va se faire, espérons. En tout cas, ce n'est pas à nous seulement, c'est à vous qui nous écoutez de sauvegarder Carthage. Carthage n'appartient pas à ces historiens, elle appartient aux Tunisiens, elle appartient à l'humanité puisqu'elle est inscrite depuis 1979, l'un des plus vieux sites du monde arabe inscrit sur la liste UNESCO du patrimoine mondial, celle qui permet de dire que Carthage est d'une valeur, c'est la Convention de 1972 qui le dit, Convention du patrimoine mondial culturel. Quand on dit qu'une ville est inscrite, c'est parce qu'elle a une valeur universelle exceptionnelle. Carthage est universelle et elle devrait rester exceptionnelle. Je vous remercie de l'accueil que vous nous avez fait, je vous remercie de votre écoute et nous espérons que vous donnerez à d'autres que nous l'occasion de vous parler d'autres époques, parce que c'est une véritable révolution méthodologique à laquelle les jeunes ont depuis 30 ans, même plus, opéré, c'est faire en sorte de voir l'histoire sur la base des textes, qui soient les textes littéraires pour la période islamique, les textes épigraphiques ou les textes religieux, comme Sitar l'a appelé tout à l'heure,
pour la période chrétienne, eh bien, sur cette base, sur les découvertes, nous parlons. Nous ne parlons pas sur la base de l'idéologie, nous ne défendons pas des idées, nous défendons des faits. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, professeur Béchéouch, pour ce rappel et puis ces mises en garde qui devraient être salvatrices. Et j'espère que la situation s'améliorera à Carthage, parce qu'à mon tour, je tiens à souligner la gravité de la situation pour le site de Carthage, le site archéologique de Carthage. Merci encore, professeur Hazine Béchéouch, pour votre brillante carrière, pour votre œuvre pour Carthage et la Tunisie. Merci encore. Je vous donne la parole, Samériane. J'ai rien à dire, donc je suis ému. Donc je vous remercie infiniment pour vos très très belle intervention. Je remercie Sitar, je te remercie personnellement Khaled pour cette très très belle présentation qui a redonné en quelque sorte vie à Carthage. La vie économique, la vie commerciale, voilà, la gloire de Carthage, la prospérité. Et j'espère que tous les Tunisiens, d'aujourd'hui, dans cette situation économique désastreuse, ils retrouvent un peu, à travers leur histoire, des motifs d'espoir pour redresser la situation et regarder, le futur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et je suis content de créer ces passerelles entre ce monde un peu de la finance, de la technologie, et le monde un peu, comme disait c'est Hazine Béchéouch, que tous les Tunisiens doivent s'approprier un peu leur histoire, leur mémoire collective, leur patrimoine. Il n'est pas simplement un peu le domaine un peu des archéologues, des historiens. C'est notre patrimoine à tous. Donc je vous remercie infiniment. C'est Hazine Béchéouch pour tout ce que vous avez fait pour préserver notre patrimoine, pour préserver notre mémoire collective. Et à vous, les Tunisiens, de défendre un peu aujourd'hui, les jeunes Tunisiens, je m'adresse à tout le monde, de se réveiller, d'aller un peu défendre un peu tous ces sites-là, votre patrimoine, et de parler, d'échanger autour de ces sujets-là. C'est hyper important. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie infiniment pour votre temps, pour votre disponibilité. Et puis, merci, vous l'avez bien dit. Allez-y, Hazine. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée surtout. Et soyons optimistes. Nous aurons le plaisir de vous revoir à une autre occasion. Inch'Allah, et Inch'Allah. Si vous faites parler sur ces périodes, et vous pourriez, parce que même l'époque islamique a été revisitée, comme disent les historiens. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de revoir. Et si on veut vous parler des mosaïques tunisiennes, il ne faut pas qu'on vous parle de mosaïque, oui, tel, mais pas du tout. Chaque mosaïque a été revue et on peut apporter de nouvelles lectures, etc. Donc, si vous le faites, et si je suis disponible, je vous dis dès maintenant que je serai heureux de prêter main forte à mes jeunes amis. Voilà. Certainement. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée, c'est Al-Ghal, et bonne soirée, Samériane. Bonsoir. Et bon week-end. C'est Hazine. Bon week-end à vous. Merci à tous.